Très bien. Bonjour à tous. Donc, on va se présenter tout de suite. On va se présenter aussi pendant le diaporama à un moment donné. Donc, personnellement, donc Jean Legris, moi je suis médecin généraliste et à mes côtés, Simon Gravier. Infectiologue, du coup, aux us. Voilà. Et donc, on va vous parler du bon usage des antibiotiques dans un contexte qui est à la fois très prégnant actuellement et un peu particulier, qui est celui de l'antibiorésistance. Voilà, je vais laisser Simon continuer. Voilà, donc cette présentation, on va commencer un petit peu par des petits rappels un petit peu fondamentaux sur de quoi on parle finalement, qu'est-ce que c'est que l'antibiorésistance. Une partie un petit peu plus chiffre pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Et puis après, on aura une partie un peu plus pratique avec comment faire du bon usage des antibiotiques, avec des messages clés, des recommandations récentes, notamment dans les infections respiratoires. Et puis, on vous montrera un certain nombre d'outils qui peuvent aider dans la pratique pour le bon usage des antibiotiques. On va passer les diapos. Donc, qu'est-ce que l'antibiorésistance? Donc, tout simplement, l'antibiorésistance, c'est un phénomène qui consiste pour une bactérie à devenir résistante à un ou plusieurs antibiotiques. Et en fait, c'est donc un problème de santé publique majeur au niveau mondial, hein, qui donc peut conduire à une impasse thérapeutique parce qu'il n'y a plus aucun antibiotique efficace disponible pour un patient. Alors, comment ça se traduit au laboratoire? Parce que c'est là finalement qu'on le voit, entre guillemets. Donc là, c'est une gélose avec des disques de différents antibiotiques. Et on voit que la croissance des bactéries est complètement inhibée au pourtour de ces antibiotiques. Et sur cette gélose-là, vous avez un phénomène d'antibiorésistance où en fait l'antibiotique ne fait plus du tout effet. La partie plus blanche, en fait, c'est des bactéries qui ont poussé. Il y a une croissance bactérienne. L'antibiotique ne marche plus. Il n'y a que certains antibiotiques qui sont encore efficaces. Donc, on prend dans cette situation que si on administre au patient un des antibiotiques là, qui est résistant, ça ne va pas du tout marcher, donc entraîner des risques de décès ou de non-guérison. Donc, c'est un phénomène en France qui est responsable on estime, hein, de 103 000 infections par an en France, selon les estimations les plus récentes, et ce serait responsable d'environ 4 500 décès par an en France. C'est à peu près un petit peu plus même que le nombre de décès sur la route par an en France. Si on veut parler chiffres au niveau mondial, vers 2020, c'est à peu près 1,3 million de décès attribuables directement à l'antibiorésistance. Donc, c'est plus de décès que le paludisme, plus de décès que le VIH, à peu près même niveau que des décès liés à la tuberculose, hein. Et si finalement ce phénomène continue à évoluer dans la lignée actuelle, on estime que d'ici 2050, ce sera quasiment 2 millions de décès par an dans le monde liés à ce phénomène-là. Donc c'est vraiment un problème de santé publique majeur au niveau mondial et qui s'adresse à tout le monde. Donc, comment apparaît cette résistance aux antibiotiques? Donc, vous voyez que sur cette image à gauche, il y a une certaine population bactérienne. Il y a en majorité des bactéries dites entre guillemets normales, non résistantes, et il y a toujours dans une population bactérienne une faible partie qui est naturellement résistante. On va utiliser des antibiotiques qui vont tuer toutes les bactéries non résistantes et la bactérie résistante va persister et va pouvoir finalement se développer, se multiplier, acquérir donc un mécanisme de résistance qui va être dans beaucoup plus de bactéries et qui va pouvoir se transmettre entre différentes bactéries. C'est-à-dire qu'une espèce bactérienne peut acquérir une résistance et va pouvoir la transmettre à d'autres bactéries. Il y a des mécanismes de transmission génétique sur les gènes de résistance qui sont sur ce qu'on appelle des plasmides. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il ne suffit pas d'avoir été exposé personnellement aux antibiotiques pour avoir l'antibiorésistance que même quelqu'un qui n'a jamais pris d'antibiotiques peut tout à fait acquérir une bactérie résistante au sein de son microbiote et donc faire des infections à bactéries résistantes. On sait notamment que les gens qui ont voyagé dans des pays où il y a beaucoup d'antibiorésistance, notamment en Inde ou en Asie,
quand ils reviennent de voyage, alors qu'ils n'ont pas pris d'antibiotiques, juste en étant été exposés à un autre environnement, ils reviennent coloniser avec des bactéries multirésistantes qui vont ensuite pouvoir diffuser dans leur environnement. Donc, il y a un vrai lien entre l'exposition aux antibiotiques et l'émergence de ces bactéries résistantes, et donc transmission de ces gènes entre bactéries qui amplifie le phénomène. Donc, côté un petit peu chiffre, donc sur cette carte, vous voyez en fait le pourcentage de d'Escherichia coli dans des prélèvements d'urine de ville qui sont résistants aux céphalosporines de troisième génération. Donc, plus c'est foncé, plus cette résistance est importante. Là, pour le Grand Est, donc c'est des chiffres de 2022, on était à 3,7% de résistants, d'Escherichia coli résistants aux céphalosporines de troisième génération dans des ECBU de ville, hein. Ça, c'est pour la ville. Donc le Grand Est, c'est quand même relativement touché. Alors, c'est en Île-de-France et dans le PACA, Occitanie, c'est plus important. Pour mettre en perspective, par exemple, dans les hôpitaux, alors selon les secteurs aussi, mais globalement, on est plutôt aux alentours pour les Escherichia coli, pardon, aux alentours de 10%, et en EHPAD, on est un petit peu entre les deux, aux alentours de 6-7%. Donc, cette résistance aux antibiotiques en ville, elle concerne notamment, principalement les entérobactéries, donc les Escherichia coli, mais aussi les Klebsiella pneumoniae. On parle aussi beaucoup des staphylocoques résistants à la méticilline, donc c'est des staphylocoques qui seront résistants à toutes les bêta-lactamines, quasiment toutes, en tout cas celles qui sont utilisées couramment. Et on parle également, là c'est plus un problème hospitalier, des Pseudomonas aeruginosa qui sont multirésistants et qui posent de vrais soucis, mais là plus au niveau hospitalier. Donc, tout ça pour dire que l'antibiorésistance, c'est un phénomène qui concerne beaucoup l'hôpital, mais pas seulement, avec des mécanismes de résistance qui, comme je vous l'ai expliqué, peuvent se transmettre entre bactéries et du coup diffuser en ville. Il y a une transmission interhumaine de ces mécanismes de résistance avec des patients qui sont porteurs et qui peuvent diffuser les gènes de résistance. Quand on regarde côté consommation d'antibiotiques donc en ville, donc là c'est la consommation d'antibiotiques en ville en bleu pour la France, en rouge pour le Bas-Rhin de 2009 à 2023. On voit que globalement, alors l'échelle utilisée c'est ce qu'on appelle des doses définies journalières. C'est une échelle internationale de l'OMS qui permet de comparer les pays entre eux. On voit qu'en France, on est aux alentours en 2009 de 24-25 doses définies journalières. C'est pour 1000 habitants par jour et que globalement, ça baisse tout doucement depuis et qu'actuellement, en 2023, on est plutôt aux alentours de 21-22 donc pour les consommations d'antibiotiques en ville. On voit une forte chute en 2020, c'est durant la pandémie, hein, en fait, où du fait du bouleversement lié au Covid, il y a quasiment eu 10 millions de prescriptions d'antibiotiques en moins. Il n'y a pas eu pour autant d'ailleurs d'explosion d'infections bactériennes ou plus de décès liés à des infections bactériennes. Et ensuite, c'est remonté les 2 années suivantes pour se restabiliser sur la courbe antérieure de diminution lente et progressive. Un chiffre important que je n'ai pas cité, c'est qu'en ville, c'est 90% des antibiotiques qui sont prescrits, hein. L'antibiorésistance concerne beaucoup l'hôpital, mais la plupart des antibiotiques sont prescrits en ville. Et sur ces 90% de prescriptions, ça concerne tout le monde, hein, les médecins généralistes, les spécialistes et également les dentistes qui sont des prescripteurs d'antibiotiques également. Voilà un petit peu pour la consommation d'antibiotiques. Alors, je voulais encore vous montrer cette figure qui, en fait, est une autre unité qui est peut-être un petit peu plus parlante. C'est en nombre de prescriptions pour 1000 habitants par an. Donc, finalement, sur un an, on prend 1000 habitants, combien ont eu au moins une prescription d'antibiotiques. On voit qu'on était plutôt au-dessus de 1000 hein, dans les années 2009 et que là, pour le coup, ça a plus baissé parce que là, on compte en nombre de prescriptions, alors qu'avant, on comptait en doses. C'est-à-dire que si finalement on définit qu'il faut mettre une posologie d'antibiotiques plus importante pour telle infection, bah, ça va augmenter mécaniquement les doses, la quantité d'antibiotiques prescrits, alors que là, on réfléchit en nombre de prescriptions. Et on voit qu'en nombre de prescriptions, finalement, ça baisse de manière un peu plus importante. On est aux alentours en France de 820
sachant que l'objectif national 2025, c'est d'être en dessous de 650 prescriptions pour 1000 habitants par an, donc qu'on n'y est pas. Mais ça donne un petit peu une idée, et finalement, on voit que ben, pendant la pandémie Covid, ben, on était quasiment à cet objectif-là, donc avec 10 millions de prescriptions d'antibiotiques en moins durant l'année. Donc là, si on prend un petit peu plus de perspective, c'est une comparaison par rapport aux autres pays européens. Plus le carré est grand et plus il est sombre, plus la prescription d'antibiotiques est importante dans le pays. On voit qu'en France, on est le cinquième pays le plus prescripteur d'antibiotiques, donc en unité, en quantité d'antibiotiques, en dose, hein, en dose définie journalière. Devant nous, il y a la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie et l'Espagne. Et ensuite vient la France. Et de l'autre côté de cette figure, vous voyez que les pays les plus vertueux en termes de prescription d'antibiotiques sont le Pays-Bas, qui prescrivent quasiment 3 fois moins d'antibiotiques que nous. On voit également que les pays scandinaves, et notamment l'Allemagne, prescrivent plus de 2 fois moins d'antibiotiques qu'en France. Donc il y a une grosse marge d'amélioration par rapport à ces pays-là, en tout cas. On estime voilà, que les prescriptions d'antibiotiques, un tiers seraient inutiles et un tiers inapproprié en termes de durée ou de dosage. Et donc, la France consomme 2 à 3 fois plus d'antibiotiques que les pays européens qui en consomment le moins. Alors, on trouve intéressant un petit peu de regarder localement, finalement, côté un petit peu plus de la CPTS, quelle est la consommation d'antibiotiques. Donc, donc ça, c'est des données qui sont accessibles à tout le monde hein, sur le site de Santé publique France, GEOD. Et donc là, on peut sélectionner en fait par région, enfin, dans chaque zone, par communauté de communes. Donc, là, ça ne représente pas directement la CPTS SEMSO, c'est pour l'Eurométropole. On n'a pas les chiffres par CPTS, mais ça donne un petit peu quand même une idée. Et donc, on voit que donc là, sur cette image, plus c'est violet foncé, plus la consommation d'antibiotiques est importante. Donc, ça permet de voir également que dans d'autres zones du Bas-Rhin, la consommation d'antibiotiques est moindre. On voit que on va dire autour de Strasbourg, ça a l'air d'être un petit peu plus important que au-delà. Donc la France, on était en 2022 à 822 prescriptions pour 1000 habitants par an, et on voit que dans l'Eurométropole de Strasbourg, on est quand même au-dessus de cette moyenne pour 872 prescriptions, et c'est également au-dessus de la moyenne du Bas-Rhin. Donc il y a plutôt une prescription d'antibiotiques plus importante dans l'Eurométropole que dans le Bas-Rhin et que dans le reste de la France. Sur Géode, alors on peut accéder à beaucoup de données, on peut regarder antibiotique par antibiotique, combien de doses sont prescrites par zone, mais ça ne sert à rien de tout faire, mais on voulait quand même regarder pour les quinolones, parce qu'il y a notamment des alertes sur les prescriptions de quinolones, un antibiotique on va en reparler, mais qu'il faut vraiment réserver à certaines indications. Donc, on voit que pour l'Eurométropole, pour le coup, c'est plutôt dans la moyenne française avec environ 38 prescriptions pour 1000 habitants par an. En France, on est plutôt à 36. Et c'est un petit peu en dessous du Bas-Rhin, donc plutôt une prescription de quinolone plutôt moindre que dans le reste du Bas-Rhin. Donc, ça, plutôt une bonne nouvelle. Et j'en profite pour du coup faire le lien avec cette actualité, là, comme on parlait des fluoroquinolones. Donc, ça fait plusieurs années hein, que les autorités sanitaires, notamment la NSM, et même au niveau européen, hein, alertent sur ce qui est du bon usage de ces antibiotiques et sur la restriction de leurs indications. Et là, récemment, donc en février 2025, la NSM a à nouveau communiqué par rapport aux fluoroquinolones, en précisant qu'elles sont vraiment réservées à des infections graves et qu'il faut vraiment limiter leur prescription parce qu'elles exposent à des risques d'effets indésirables qui sont rares mais qui peuvent être très graves et notamment persistants, notamment d'ordre neurologique et musculo-squelettique. Donc leur utilisation est particulièrement
nécessite une vigilance particulière. Et bon, ce qui est une bonne nouvelle dans cette communication, c'est qu'on voit quand même qu'entre 2014 et 2023, leur prescription a chuté de 50%, hein, même si c'était surtout jusqu'en 2020. Depuis, ça baisse plus lentement, mais ça a quand même bien diminué leur niveau de prescription. Et dans ce communiqué, ils rappelaient également que leur prescription de fluoroquinolone n'était pas indiquée dans un certain nombre d'indications, notamment des infections non sévères, type cystite, exacerbation de PPCO, sinusite, otite moyenne aiguë ou des infections spontanément résolutives, qu'elle n'était pas indiquée en prévention des diarrhées du voyageur ou d'infections urinaires basses récidivantes. Et également chez des patients ayant des antécédents d'effets indésirables graves au fluoroquinolone, donc ça c'est plus logique, et qu'il fallait éviter les fluoroquinolones en coprescription, notamment avec des corticoïdes, ce qui augmentait le risque de tendinopathie de manière importante. Donc globalement, les fluoroquinolones, c'est à éviter si possible. Alors, de plus en plus dans les recommandations qui sortent, elles sont dans la mesure du possible, enlever des antibiotiques recommandés, notamment dans les infections courantes. Il y a certaines indications, elles sont tout à fait encore à leur place, hein, notamment dans les infections urinaires masculines. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut jamais en prescrire, mais c'est vraiment pour les indications, il n'y a pas d'autres solutions ou d'autres antibiotiques possibles. Voilà un petit peu. Donc, j'ai passé la parole à Jean-Luc qui va vous présenter un petit peu plus qui on est et ce qu'on fait et comment on travaille. Merci Simon. Donc, juste déjà pour revenir sur les messages qu'on a essayé de vous transmettre sur le début de ce diaporama, de cette présentation, c'est qu'il y a clairement un lien entre l'exposition aux antibiotiques et l'antibiorésistance et que on n'est pas très bon en termes de prescription, de consommation d'antibiotiques en France. On ne fait pas mieux dans le Bas-Rhin, hein, même plutôt moins bien. En rappelant que d'une part, on estime que le tiers des prescriptions sont inutiles et qu'un tiers ne sont pas appropriées, et en rappelant aussi que 90% des prescriptions d'antibiotiques se fait en tout cas en pharmacie de ville, on va dire, hein. En gros, on estime que 85% des antibiotiques sont prescrits, de ces 90%, donc 85% sont prescrits par des médecins généralistes. Et pour les 15% du restant, c'est surtout des dentistes qui prescrivent, hein. Voilà. Donc, cette lutte contre l'antibiorésistance, c'est un enjeu majeur de santé publique, vous l'aurez compris, hein, puisqu'on estime qu'effectivement, en 2050, ce sera la première cause de mortalité, loin devant toutes les autres, y compris les cancers. Et ça aboutit effectivement à une stratégie nationale qui a été mise en place, là maintenant pour l'instant pour 3 ans, mais qui va probablement être pérennisée, avec la création d'abord des centres régionaux en antibiothérapie dans chaque grande région, donc ce qu'on appelle les CRATB. Pour nous, dans le Grand Est, CRATB Grand Est a pris la place, en tout cas s'appelle Antibio-Est, que vous connaissez sans doute mieux, et dont l'objectif, effectivement, c'est d'optimiser l'usage des antibiotiques au niveau de la grande région. Voilà. Quelle est notre place, à nous, notre rôle, nous, équipe multidisciplinaire en antibiothérapie? Voilà, c'est comme écrit sur la présentation, on est quelque part le levier local de la politique de bon usage des antibiotiques. On est là pour accompagner tous les professionnels de santé pour qu'on puisse lutter contre l'antibiorésistance tous ensemble, hein. Donc, il s'agit d'optimiser l'usage, de mieux les utiliser, ces antibiotiques. Et pour ça, ça concerne effectivement tous les prescripteurs, bien entendu, hein, qui sont cités là, mais pas que. Chaque professionnel de santé, chaque soignant a un rôle à jouer dans le meilleur usage des antibiotiques. Et pour ça, on pense que tout professionnel de santé peut avoir recours à l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. J'en profite pour dire que on donnera nos coordonnées mail au bout de cette présentation et on vous demandera peut-être, si vous êtes intéressé, vous verrez, hein, on a une newsletter en particulier, peut-être de nous envoyer vos adresses mail pour qu'on puisse diffuser ces informations sur un temps plus long. On y reviendra après. Donc voilà, ça c'est juste
un petit algorithme, un petit schéma pour montrer comment ça fonctionne. L'ARS pilote et finance cette politique du bon usage des antibiotiques au niveau grande région. Donc, on est à partir du CRATB, qui, pour ce qu'on appelle un GHT, donc un groupement hospitalier territorial, pardon, groupement hospitalier territorial, qui représente simplement un territoire, hein. On n'a pas de lien manifeste avec les hôpitaux particulièrement, mais GHT représente un territoire donné. Et par exemple, le GHT 10, c'est celui qui représente pratiquement tout le Bas-Rhin, sauf la zone Auvergne-Célestat, mais avec en plus la zone de Sarrebourg-Falbourg. Ce GHT-là, c'est le territoire dans lequel notre EMA, celle de Basse-Alsace-Sud-Moselle, agit. Nous cherchons effectivement à contacter le maximum de professionnels de santé de ce territoire-là, et on est bien entendu à la recherche de correspondants locaux, de réseaux de référents, pour pouvoir diffuser un maximum tous ces messages de bon usage des antibiotiques. Notre équipe, voilà, nous sommes à 5, hein. Nous avons dans le lot une pharmacienne, un microbiologiste, 2 infectiologues et donc un médecin généraliste, hein. Donc, notre territoire d'action, notre périmètre d'action, c'est tout ce qui est en bleu clair à partir depuis le nord du Bas-Rhin. Donc, vous voyez que ça correspond effectivement plus ce qui est en encadré, ce sont les hôpitaux. Strasbourg, c'est les US, bien entendu. Et les hôpitaux comme ceux de Saverne ou d'Agno, Wissembourg, par exemple, mais également des hôpitaux plus petits, hein, Molsheim, également Sarrebourg dans la région Moselle-Sud. Ça représente aussi des établissements privés, comme le Neuenberg à Nivelles ou la clinique Réna, ou les 14 EHPAD de l'Eurométropole, mais encore la médecine de ville, d'autres établissements sanitaires publics et privés, par exemple le groupe hospitalier Saint-Vincent, et tous les établissements médico-sociaux comme les EHPAD. Alors, comme ça, pour l'anecdote, on a 116 EHPAD, 116 dans le territoire, c'est quand même beaucoup, et on va essayer d'en voir le maximum, même si nous ne sommes qu'à 5, pour travailler là-dessus. Voilà, je repasse la parole à Simon. Bien, merci Jean-Luc. Donc maintenant, comme vous avez dit, c'est une partie un petit peu plus pratique de notre présentation. Donc le but, c'est pas non plus de faire un cours magistral parce que voilà, on ne peut pas parler de tout ce qu'il faudrait faire pour presser parfaitement les antibiotiques, mais on voulait quand même notamment apporter certaines réflexions et certains leviers finalement pour mieux prescrire les antibiotiques. Et du coup, il y a trois petits peu questions déjà avant de prescrire un antibiotique. C'est est-ce qu'on est bien devant une infection bactérienne? Ensuite, si on décide de prescrire un antibiotique, d'utiliser un antibiotique au spectre le plus étroit. Et ensuite, c'est encore un autre levier pour moins prescrire, entre guillemets, c'est de jouer sur les durées de traitement. Donc là, je voulais commencer par cette diapo pour répondre à la première question, finalement, est-ce qu'on est bien en phase d'une infection bactérienne, sachant que l'idéal pour diminuer nos consommations, c'est de ne pas débuter d'antibiotiques. Et donc là, vous avez une liste de non-indications d'antibiothérapie. Donc, fièvre ou augmentation isolée de CRP, ce n'est pas une indication de prescription d'antibiotiques. Concernant les urines, une bactérie asymptomatique, donc globalement un effet BU positif chez quelqu'un qui n'a aucun symptôme ne nécessite jamais d'antibiotiques, sauf chez la femme enceinte, c'est la seule exception. Donc effet BU positif sans symptômes, pas d'antibiotiques. Du côté ORL, une angine à test de diagnostic rapide, donc c'est un test négatif, pas d'antibiotiques, c'est très probablement une angine virale. Concernant les otites, tout ce qui est otite moyenne aiguë, congestive ou séromuqueuse, otite externe, autorésure de rein ne nécessite pas d'antibiotiques. Et les otites moyennes aiguës de l'enfant de plus de 2 ans, les sinusites de l'enfant ou les sinusites maxillaires de l'adulte, en première intention, selon l'intensité des symptômes, ne nécessitent pas forcément non plus d'antibiothérapie immédiate. Dans les infections respiratoires basses, la bronchite aiguë et l'exacerbation des PCO, on va y revenir.
Et du côté cutané, un furoncle, une vénite simple, abcès de paroi, nécessite pas d'antibiotiques par ailleurs. La morsure de tique sans hérité migrant, donc c'est-à-dire quelqu'un qui s'est fait piquer par une tique ne nécessite pas d'antibiotiques en prévention. Et dans les plaies et les escarres, hors morsure, il n'y a pas de nécessité d'antibiothérapie systématique. Voilà un petit peu pour les non-indications d'antibiothérapie. On voulait également préciser que finalement, il y a très peu de situations où il y a une nécessité urgente de débuter une antibiothérapie, même quand il y a une réelle infection bactérienne, que hormis les méningites ou des signes de gravité d'une infection de sepsis, on a très souvent, pour les infections courantes de ville, le temps de réévaluer, de revoir les patients, d'éventuellement demander des examens complémentaires pour conforter un diagnostic. Voilà, donc c'est vraiment un message ça, qu'on veut faire passer, c'est que s'il y a un doute, parce qu'il peut souvent y avoir des doutes, c'est de ne pas se précipiter et d'essayer de se donner du temps parce que voilà, on n'est pas à forcément un jour ou 2 jours près pour prescrire un antibiotique, même dans des infections bactériennes courantes. Dans ce cadre on voulait faire un petit focus sur les bronchites hein, et l'exacerbation de BPCO, parce qu'on voit un petit peu, on fait des audits dans des pharmacies qu'il y a beaucoup de prescriptions d'antibiotiques pour des toux chroniques, bronchites. Donc on voulait un petit peu faire un focus là-dessus. Et finalement, il y a 2 situations différentes, celle de l'adulte dit sain, en tout cas sans comorbidité majeure ou insuffisance d'organes, et le patient BPCO. Voilà, des rappels simples, mais c'est toujours une bonne chose de faire des rappels. La bronchite de l'adulte sain, donc sans comorbidité importante, quel que soit son âge, hein, il n'y a pas de critère d'âge. Un patient de 75 ans qui n'a aucune comorbidité et qui a une bronchite ne nécessite pas d'antibiotiques parce qu'il a 75 ans. Donc de ce qu'on disait, ce que je vous disais, c'est qu'on voit souvent des antibiotiques prescrits pour cette indication-là. Donc la bronchite est quasiment toujours virale. Le fait d'avoir une expectoration purulente ne veut pas dire sur infection bactérienne, hein. En fait, il y a une nécrose épithéliale au niveau bronchique qui se traduit par un apport de polynucléaires et donc un aspect purulent des sécrétions et des crachats. Mais on pourrait faire le parallèle avec, dans le cadre des rhinites, avec un écoulement jaunâtre ou verdâtre, ça ne veut pas dire qu'il y a une surinfection bactérienne. Et donc l'adulte sain, jamais ou quasiment jamais d'antibiotiques dans les bronchites. Donc là, l'autre situation, c'est que par contre, si vous avez une bronchite aiguë, donc c'est un bronchite chronique, ou qu'on appelle plus précisément un patient BPCO, donc la d'exacerbation aiguë de BPCO. Donc il y a des recommandations récentes de 2024 de la HAS et de la Société d'infectiologie et des pneumologues qui ont un petit peu redéfini le type d'antibiotiques, quand est-ce qu'il faut en mettre et les durées dans l'exacerbation de BPCO. Donc là, je vous ai mis l'algorithme qui est très complet, on ne va pas revenir sur tout. Mais déjà, le premier aspect, c'est poser le diagnostic d'exacerbation de BPCO. Avant, entre guillemets, dans les recommandations qui étaient anciennes de 2010, il suffisait, entre guillemets, d'avoir une augmentation de la purulence des crachats, mais aussi là, il y a la notion d'augmentation de volume, et surtout qui dure depuis 48 heures. Donc, alors, bon, souvent, quand les patients consultent, ils consultent peut-être rarement à 24 heures, mais voilà, c'est pour insister sur le côté persistant de ces symptômes. C'est pas juste, entre guillemets, un gros crachat sale et qui justifie de porter le diagnostic d'exacerbation de BPCO. Donc, si on est dans cette situation de diagnostic d'exacerbation de BPCO, la question, ça va être est-ce qu'on est en gros en face d'un patient à risque d'échec thérapeutique ou d'exacerbation grave. Donc là, vous avez les différents critères, donc c'est quand même assez large, donc le patient de plus de 65 ans, VEMS inférieur à 50%, donc c'est des BPCO sévères, des patients qui ont déjà fait des exacerbations, qui ont des comorbidités type insuffisance cardiaque. Donc ces patients-là, ils vont être à risque, donc on va leur proposer une antibiothérapie par amoxicilline acétylclavulanique durant 5 jours.
Je ne rentre pas dans le détail des alternatives en cas d'allergie, vous pouvez le retrouver là et dans le document. Par contre, si on a un patient BPCO mais qui n'a aucun de ces critères-là, à ce moment-là, le traitement proposé sera plutôt de l'amoxicilline et durant 5 jours également. Si le diagnostic d'exacerbation n'est pas clair, ce qui est proposé, c'est de revoir le patient à 48-72 heures et en si aggravation, de proposer une antibiothérapie. Dans tous les cas, si dégradation clinique ou signe de gravité, envisager une hospitalisation ou alors un autre diagnostic, notamment une pneumonie. Auquel cas, faire une radiographie qui n'est pas indiquée d'emblée dans une exacerbation pourrait être pertinente. Et toujours la notion de réévaluer les patients et à distance, s'ils n'ont pas de suivi, d'organiser un suivi pneumologique ou de les faire revoir par leur pneumologue. Les autres messages dans cette recommandation, c'est pas de CBC systématique chez ces patients-là en ville, en tout cas. Pensez vaccination, notamment grippe, pneumocoque, VRS, je ne l'ai pas noté, mais Covid également, et le suivi pneumologique. Autre actualité, donc ça, c'est des recommandations sur les pneumonies en milieu communautaire, enfin sur la pneumonie communautaire, pardon, en milieu ambulatoire. Donc, c'est des recommandations toutes récentes de 2025, une multitude de sociétés savantes. Donc, le message principal de cette recommandation, c'est que maintenant, dans les pneumonies en ambulatoire, et à l'hôpital aussi d'ailleurs, mais là on parle de l'ambulatoire, une durée de traitement de 3 à 5 jours, si le patient est stable, est suffisante pour traiter une pneumonie. Cette durée, elle est basée en fait sur des critères de stabilité. Donc, si à 3 jours, le patient est apyrétique, a une tension normale, a une fréquence cardiaque inférieure à 100, n'est pas polypnique, a une saturation supérieure à 90% en air ambiant, vous pouvez arrêter l'antibiothérapie à 3 jours. Si ces critères ne sont pas réunis à 3 jours, on poursuit. Et s'ils sont présents à 5 jours, on arrête à 5 jours, sachant que la durée à ne pas dépasser est 7 jours. La molécule, on est sur de l'amoxicilline ou plutôt sur le Lequentin chez le patient avec comorbidité que vous pouvez retrouver là. Donc, probablement, c'est les insuffisances d'organes, les patients qui ont des troubles de la déglutition, les patients qui ont eu des antibiotiques dans le mois précédent. À retenir que l'âge et l'asthme ne sont pas des critères de comorbidité pour justifier une antibiothérapie plus large par amoxicilline acétylsalicylate. En cas de suspicion de pneumonie atypique, on sera d'emblée sur un macrolide. Et une imagerie thoracique est recommandée au diagnostic, une radio dans l'idéal dans les 72 heures. Ça ne justifie pas de retarder de prescrire l'antibiothérapie, mais ce serait quand même bien d'essayer d'avoir une radio dans les 72 heures pour confirmer le diagnostic ou, à l'inverse, pour le remettre en question si la radio est normale et peut-être arrêter les antibiotiques. Et également, dans le cadre du suivi, s'il n'y a pas d'amélioration, de faire un scanner s'il n'y a pas d'amélioration en 72 heures. Et chez les patients ayant un facteur de risque de cancer pulmonaire, donc dans la recommandation, c'est plus de 50 ans et je crois 15 paquets années, de faire un scanner à 2 mois pour vérifier qu'il n'y ait pas de cancer sous-jacent qui ait pu favoriser la pneumonie. Voilà, donc là, on a parlé de quand est-ce qu'il faut prescrire ou pas un antibiotique. Ensuite, une fois qu'on a décidé de prescrire, il faut choisir l'antibiotique au spectre le plus étroit. Le principe, c'est diminuer la pression de sélection. Bon, en pratique, il n'y a pas de raison de savoir quel antibiotique est le plus étroit ou moins étroit, etc. Mais c'est finalement l'idée des recommandations d'antibiothérapie. L'amoxicilline est souvent en premier. Les macrolides, l'azithromycine est à limiter car il a beaucoup d'impact sur le microbiote, alors à limiter par rapport aux autres macrolides. Les quinolones, on en a parlé. Et concernant les ECBU, si le germe est sensible à l'amoxicilline, il ne faut pas hésiter à ce qu'on appelle désescalader et arrêter la quinolone, le guantin ou la céphalosporine pour mettre de l'amoxicilline. Les durées de traitement, il y a des recommandations HS donc, pour chaque type d'organe. Il y a un QR code qu'on vous a mis qui vous permet d'accéder directement à ce document qui résume en quelques pages dans chaque organe, chaque infection d'organe, quelle durée il faut traiter. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter, il peut être très bien fait. S'il y a un message très simple à faire passer, c'est que il y a très peu d'indications d'antibiothérapie au-delà de 7 jours. On peut en citer certaines, hein, l'otite moyenne aiguë
purulente de l'enfant de moins de 2 ans, l'infection urinaire masculine, mais globalement, dans beaucoup d'indications, on est à 7 jours au moins. Donc finalement, si vous avez envie de prescrire plus que 7 jours, il faut vraiment se poser la question de pourquoi et le justifier, quoi. Quelques exemples de durée d'antibiothérapie. Alors, vous pouvez retrouver plus en détail dans le document que je vous ai cité. La pneumonie, on en a déjà parlé, la bronchite et l'exacerbation de BPCO. Les angines, on est à 6 jours, à streptocoque, hein, c'est-à-dire avec streptotest positif. L'otite moyenne aiguë, on en a également parlé. La pyélonéphrite aiguë non compliquée, on est à 7 jours, alors 10 jours selon certaines molécules, mais les recommandations des infections urinaires vont probablement bientôt changer. Les infections cutanées, notamment les résipelles, on est à 7 jours. Et dans les gestes dentaires à risque, donc c'est-à-dire qui nécessitent une prophylaxie, on est sur une dose unique. Il n'y a pas de geste dentaire en prophylaxie qui nécessite de poursuivre une antibiothérapie au-delà d'une dose avant le geste. Voilà. Voilà. Donc, comme dit, on a quand même des moyens de réduire effectivement nos prescriptions, nos consommations d'antibiotiques, hein, sur ces trois axes-là, qui sont de bien vérifier l'indication. Est-ce que l'infection est bactérienne? On a toujours un peu de temps. En tout cas, on a souvent un peu de temps dans la plupart des situations pour éventuellement gérer cette incertitude et se donner les moyens d'être sûr dans un diagnostic d'infection bactérienne. Le deuxième moyen, effectivement, c'est de choisir des antibiotiques à spectre étroit. Et le troisième, c'est de réduire au maximum les durées d'antibiothérapie. On vous propose quelques outils. Alors, de toute façon, ce diaporama, il va être fourni à Johanna, à CPTS, donc vous pouvez le revoir quand vous voudrez. Mais en gros, il y a ces outils. Par exemple, moi, je vais peut-être insister plus sur Antibioclick qui est très facile à télécharger et qui vous donne effectivement, on va dire ça de façon vraiment précise au moment M, quel est l'antibiotique le mieux à choisir. L'ABX-BMI est un site qui vous permet effectivement de choisir une bonne dose pour les patients qui sont en surpoids très manifeste, hein, pour les patients obèses. Le GPR est un site qui vous permet de calculer les doses en fonction d'une insuffisance rénale, en particulier lorsqu'elle est sévère, et antibiodentaire pour les soins dentaires, si vous êtes amené effectivement à traiter un problème dentaire qui viendrait chez vous. Le CRAT pour tout ce qui est antibiothérapie dans les situations de femmes enceintes ou femmes allaitantes. Je vais peut-être laisser Simon parler des référentiels qu'il connaît bien. Oui, alors bon, on nous a mis l'ASPI, donc c'est la Société française de pathologie infectieuse. Donc, sur leur site, vous pouvez retrouver toutes les recommandations sur lesquelles se base notamment la HAS et qui construisent ensemble. Donc, vous pouvez retrouver tout le détail. Il y a souvent des diaporamas, c'est classé par organe, et puis il y a souvent des diaporamas qui sont faits pour être consultés rapidement, qui résument les messages clés. Le Hippopi est plutôt un référentiel plutôt hospitalier, mais qui est fait par le Collège des enseignants de maladies infectieuses, qui est très complet, et qui est plutôt visée hospitalière et qui est payant. Voilà. Après, donc pour tout ce qui est avis, donc nous, le MA, on n'est pas en capacité, et c'est pas notre mission principale de donner des avis. Par contre, on diffuse l'information de comment vous pouvez accéder à ces avis. Donc, pour les avis de ville, dans notre territoire, donc ça passe par le service d'infectiologie du CHU Strasbourg et par Omnidoc, en fait, hein. Donc, sans doute que beaucoup de gens connaissent déjà, mais on incite vraiment à s'inscrire sur cette plateforme dont l'inscription est gratuite. Il suffit d'avoir un numéro RPPS et par laquelle vous pouvez rechercher les US, le service d'infectiologie, demander un avis et la réponse sera donnée dans la demi-journée, hein. Il y a chaque demi-journée un infectiologue qui répond aux avis des médecins de ville. Il y a une rémunération pour le requérant qui est de 10 euros et une rémunération pour ceux qui donnent l'avis, donc en l'occurrence l'hôpital, hein, pas directement la personne qui vous répond qui est de 20 euros. Donc, ça permet un petit peu
de bonifier cet avis, mais surtout c'est tracé. Et vous pouvez communiquer également des documents type résultats microbiologiques avec des antibiogrammes qui permettent de donner des avis plus qualitatifs. Donc, on vous propose aussi, d'une part, d'aller voir le site Antibiomalin. Vous avez un QR code qui vous permet d'y accéder, qui est plutôt pour le grand public, mais c'est quelque chose qui est très bien fait, qui est très ludique surtout, un peu à la manière d'Omar et Fred, pour ceux qui connaissent, et qui permet effectivement d'appuyer votre non-prescription d'antibiotiques si jamais il y avait débat, on va dire. La deuxième chose, c'est l'ordonnance de non-prescription que vous pouvez retrouver sur le site d'amélie.fr. Là aussi, n'hésitez pas à utiliser le QR code. Je vais vous le remettre en un peu plus grand. Voilà, qui vous permet de donner une vraie ordonnance, mais qui est une ordonnance de non-prescription avec effectivement toutes la typologie des maladies, la typologie clinique des pathologies, la durée des symptômes, ce qui peut être intéressant pour les patients pour ne pas s'inquiéter, et le fait dans des situations dans lesquelles ils sont amenés à vous reconsulter. C'est habituellement une ordonnance qui est très bien perçue par le patient. Enfin, deux petits tableaux, celui-ci aussi que vous pouvez très bien récupérer. Alors, je ne sais, même vous l'aurez de toute façon quand vous aurez le diaporama. Je crois que c'est un de ces petits des Pays de la Loire qui l'avait édité. C'est assez simple, hein, et ça montre encore une fois aux patients quelle est la durée de leurs symptômes et en gros quelles sont les attitudes et quand reconsulter éventuellement. Dans le même ordre d'idée, quelque chose qu'on peut retrouver sur Antibiocric avec effectivement tous les symptômes, maladies de la petite enfance. Voilà. Donc, on va terminer ce diaporama peut-être en vous proposant de nous poser des questions. Donc nous, on édite maintenant une newsletter, c'est pour ça qu'on vous a proposé effectivement de nous laisser votre adresse mail pour que vous soyez en gros pratiquement une fois par mois réceptionnaire d'une newsletter qui est très courte, hein. C'est une situation clinique assez simple de ville avec les recommandations qui s'y rapportent et généralement un lien vers AntiBioS, hein, vers la newsletter d'AntiBioS qui elle est beaucoup plus complète et qui est donc géré par le CRATB du Grand Est, mais voilà, qui est très facile à lire, très vite lu. Donc, si ça vous intéresse, laissez-nous votre adresse mail. Et puis maintenant, si vous voulez être correspondant de notre EMA, c'est-à-dire nous aider à diffuser les messages qu'on diffuse régulièrement pour le bon usage des antibiotiques, on est tout à fait, vous serez les bienvenus, hein, dites-nous si c'est le cas. Et puis maintenant, c'est le temps pour vous de nous poser vos questions. Voilà, ça c'est... Voilà, n'hésitez pas à réactiver vos micros du coup si jamais vous avez une question à poser. Alors moi j'en avais peut-être juste une là par rapport à l'objectif 2025 qui est annoncé. Euh, Quels sont les leviers du coup? Alors effectivement j'ai vu voilà le référent pour la médecine de ville par la CPTS. Est-ce que vous avez par la newsletter, est-ce que vous avez des sortes de fiches mémo ou autres que nous on peut diffuser aussi pour à nos médecins, pharmaciens, etc. Quels sont, tu peux juste préciser quels sont nos leviers? Oui, c'est ça. Pour atteindre l'objectif du coup qui est de 650 ou 625, je ne sais plus. 600, voilà, c'est l'objectif national hein, qui est de 650 prescriptions par habitant par année. Alors, il faut juste se rendre compte que par 1000 habitants, hein, 650 par 1000 habitants. Quand on était à quasi à 1000 habitants, ça voulait dire en gros que tous les ans, à cette époque-là, on pouvait en tout cas schématiquement estimer que chaque Français consommait une boîte d'antibiotiques dans l'année, ce qui est quand même énorme comme idée, quoi. Et donc, d'arriver maintenant cet objectif 650, ben, effectivement, si vous reprenez
la diapo où on voit que d'une part, on est 3 fois plus consommateurs d'antibiotiques en France qu'aux Pays-Bas, par exemple, hein, où ils sont pas moins malades que nous, hein, pas du tout, hein. Et que en plus de ça, un tiers des antibiotiques prescrits est inutile. On peut se rapprocher aussi de cette fameuse idée. Nous, on a fait des évaluations dans pas mal de territoires maintenant dans le Bas-Rhin qui montrent que, par exemple, pratiquement 30% des prescriptions d'antibiotiques sur une période donnée, donc ça a été sur plusieurs CPTS déjà, y compris de ville, hein, donc 30% des antibiotiques prescrits le sont pour des bronchites, hein, ou pour des toux chroniques sur des moyennes d'âge de 40, 50 ans, quoi. Donc il y avait rarement dans l'histoire, il y avait peut-être l'une ou l'autre exacerbation de BPCO, il y avait peut-être quelques pneumopathies aussi, mais la grosse majorité étaient des bronchites, donc des infections virales, et donc il y a clairement déjà un levier là-dessus, c'est-à-dire d'éviter de les prescrire pour des bronchites, hein. L'autre levier, c'est de ne plus prescrire pour 10 jours, par exemple, ou pour 12 jours, ou même pour 8 jours, hein, quand on sait que maintenant on peut prescrire dans les cas de bronchite, d'exacerbation de BPCO ou de pneumopathie en 5 jours, ben, les 2 jours ou les 3 jours ou les 5 jours qu'on gagne, c'est effectivement un levier qui est quand même très intéressant aussi, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Si, question, si, tout à Joanna. fait. Quelqu'un qui avait un chat, là, je ne sais pas si on y a accès. Oui, c'est Alexandra qui était pharmacienne qui nous a juste dit qu'elle devait retourner travailler du coup. Mais en tout cas, c'est des messages que nous, on peut diffuser, voilà, des messages aussi un peu clés comme là, ce que vous venez de dire, qui sont peut-être intéressants. Voilà, alors du coup, je ne sais pas s'il y en a encore du coup 2 médecins qui sont connectés si jamais il y avait des questions. En tout cas, du coup, le webinaire sera en replay et du coup, ben, je me permettrai effectivement de diffuser le PowerPoint à ceux qui étaient connectés et donc il y a effectivement votre adresse mail si jamais il y a des retours aussi, des questions pour vous. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ah, Ben, merci à merci à vous. vous. Très bonne journée. Bonne journée. Au 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 revoir. revoir. revoir.